La France dans le collimateur de Moscou et dans ce face-à-face, cette nouvelle arme française qui s'inscrit dans la dissuasion nucléaire face à la Russie. La France lance le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération, le SNLE 3G, qui vient d'entamer sa phase de construction. Un budget de plusieurs milliards d'euros, des centaines d'entreprises mobilisées. Les précisions d'Emma Barrier. Ce sera le plus grand sous-marin français jamais construit. Prévu pour remplacer ceux de la 2e génération, les SNLE 3G viennent d'entamer leur phase de construction. Le projet avait été lancé en 2021 par Florence Parly. 4 sous-marins dont les performances remarquables permettront de garantir dans la durée la crédibilité opérationnelle de la composante océanique de notre dissuasion. Longueur, 150 mètres au lieu de 138. Capacité d'accueil, jusqu'à 110 marins. Puissance nucléaire, 16 missiles balistiques. Ce serait l'engin le plus complexe construit par l'homme. La France a vraiment une avance considérable. La nouvelle génération, elle va être plus discrète, elle va être plus efficace, elle aura plus d'allonge. Doté de détecteurs de radar plus performants, il localisera mieux les menaces, tout en assurant une discrétion acoustique. Quand ils sont dans les profondeurs de l'océan, il est extrêmement difficile, il est pratiquement impossible de les trouver s'ils sont correctement manœuvrés et s'ils sont de bonne qualité, ce que sont les sous-marins français. Attendu pour incarner la force océanique de dissuasion nucléaire française en 2035, ils pourront ensuite naviguer jusqu'en 2090. Général, pourquoi cette annonce maintenant? Parce que le chantier n'a pas été lancé hier. Est-ce que c'est une volonté aussi de rappeler à Moscou nos capacités nucléaires? Vous savez, pour qu'on soit crédible dans la dissuasion, c'est-à-dire pour que la dissuasion fonctionne, eh bien, il faut envoyer les signaux qui montrent que tout est crédible. Quand on dit tout est crédible, c'est-à-dire que les conditions pour que ces armes nucléaires atteignent leur objectif sont toutes remplies. Alors ça part de la décision de celui qui prend la décision de les lancer. Ensuite, ça part par le niveau technique des lanceurs, en l'occurrence sous-marins, qui certainement sera à la pointe des technologies disponibles et donc très peu repérable quand il est en plongée et très apte à durer longtemps dans ses missions. Et puis l'autre aspect, naturellement, ce sont les missiles. Missiles qui, eux, doivent à tous les coups pouvoir pénétrer la défense antimissile des adversaires potentiels. Alors, si toutes ces conditions-là sont réunies, eh bien, la dissuasion fonctionne parce que la dissuasion est basée sur un concept de terreur. Il faut faire peur à l'autre et réciproquement. Alors, un détail quand même important qui différencie ce qu'on appelle la dissuasion conventionnelle et la dissuasion nucléaire. En dissuasion conventionnelle, il faut que vous ayez un équilibre des forces. S'il y en a un qui a 1000 chars, puis l'autre qui a 50 chars, ça ne marche pas. Dans le nucléaire, c'est très différent. La Russie a 5000 projectiles de différentes époques pour charger avec des charges nucléaires. La France n'en a que 300, un peu moins de 300. Et pourtant, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que avec notre concept de stricte suffisance, mais la performance de nos moyens techniques, nous pouvons garantir que n'importe quel pays qui va nous attaquer subira un dommage tel que finalement, ça ne vaudra pas le coup pour lui de déclencher le feu nucléaire contre nous. Voyez, parce qu'il est sûr d'avoir un dommage terrible. Quand j'entendais hier un commentateur russe dire à la télévision vous aurez le choix entre Paris et Marseille, etc. On pourrait leur rétorquer vous aurez le choix entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Voyez. Donc ça, vous voyez, cet équilibre des forces qui nécessite une parité numérique dans le conventionnel, ou à peu près, ça n'est pas la même chose dans le nucléaire. Un concept de stricte suffisance comme le nôtre, qui privilégie la qualité technique sur la quantité, choix des Russes et des Américains, bon, ça fonctionne. Question de Béotienne, général. C'est indispensable, l'innovation dans le nucléaire, parce qu'on avait déjà des sous-marins très performants, et là, celui qui sera construit sera encore plus discret, plus furtif que ses prédécesseurs. Oui, c'est indispensable, parce qu'il faut, comme je vous le disais, toutes les techniques évoluent, toutes les technologies évoluent, et donc il faut toujours être sûr que notre sous-marin ne sera jamais repéré, hein, et pour ça, ça oblige à améliorer les revêtements, à améliorer l'acoustique
minimum, etc. Et il faut être sûr que nos missiles soient toujours plus performants et défient tous les systèmes antimissiles existants. Et les systèmes antimissiles, vous le savez bien, on en parle souvent sur vos plateaux, ils évoluent, ils font des progrès et on arrive à détruire même ces fameuses hyper-véloces russes ont été détruits par des missiles patriotes. Donc vous voyez bien que c'est toujours la course entre l'épée et la cuirasse. Hein. Et donc pour toutes ces raisons-là, bah oui, c'est indispensable. Il faut le dire. Il faut dire que c'est une priorité pour nous, pour notre pays, la dissuasion, et que donc nous y consacrons tous les moyens nécessaires pour être à la pointe de la pointe. Claude Blanche-Maison. Alors, il y a aussi un aspect industriel, puisque dans le fond, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sont doublement nucléaires. Ils ont une propulsion nucléaire, et puis ils peuvent lancer des missiles intercontinentaux avec des charges nucléaires. Alors en effet, il y a beaucoup de charges. Je crois qu'il y a 16 missiles qui sont murés avec plusieurs bombes dans chaque missile. Sous-charges. C'est énorme, c'est une puissance énorme. Mais alors, on a par ailleurs des sous-marins nucléaires d'attaque pour protéger ces sous-marins-là, ou pour protéger le porte-avions, pour protéger autre chose, qui, eux, sont simplement à propulsion nucléaire, mais non pas d'armes nucléaires. Ils ont des armes classiques. Et effectivement, il y a un certain nombre de pays, je crois que le président de la République en a parlé à Lula, d'ailleurs, ces jours-ci, qui voudraient bien qu'on leur vende la technologie de la propulsion nucléaire, pas de l'arme nucléaire, mais de la propulsion nucléaire. Et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé pour ce qui s'est très exactement passé pour l'Australie, lorsque nos amis britanniques ont servi d'intermédiaire avec les Américains pour dire pourquoi achetez-vous des barracudas classiques à la France, achetez donc des sous-marins à propulsion nucléaire, puisqu'on a la technologie avec les Américains. La technologie britannique, elle est partagée avec les Américains, en réalité. Et effectivement, on s'est fait évacuer dans ce qu'on a appelé l'Alliance AUKUS, du marché australien. Et pour l'avenir, je crois que la performance que fait la France en maîtrisant totalement l'ensemble de la technologie, notamment pour la propulsion nucléaire, c'est important parce qu'il va y avoir des marchés. Et par exemple, l'Inde est aussi demandeur et loue actuellement un sous-marin à propulsion nucléaire qui est russe. Elle le loue, tout simplement. Donc, il y a cet aspect industriel. Et puis, comme l'a très bien décrit le général, il y a évidemment l'aspect dissuasion nucléaire militaire qui est très important, puisque nos 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc parmi eux, je crois qu'en principe, il y en a toujours un à la mer, quelquefois 2. En cas de crise, paraît-il, peut-être 3, on ne sait pas. Mais en tout cas, on ne sait pas où ils sont. Une fois qu'ils ont quitté la rade de Brest, ils disparaissent et personne ne sait où ils sont. Et de là où ils sont, ils peuvent taper à peu près partout dans le monde. Donc c'est en effet, aucun autre pays n'est dans cette situation en réalité. Moscou communique beaucoup sur son arsenal nucléaire, ses missiles, ses bombes aériennes. La France, de manière un peu plus subtile, montre aussi les muscles. Oui, alors je dois dire que la communication est très bien faite depuis plusieurs semaines, et tant mieux, parce que ça nous permet à nous, et notamment on a vu aux équipes de TF1 d'aller filmer effectivement les installations dans lesquelles on n'était jamais allé ou qui n'avaient jamais été ouvertes. Ça veut dire qu'il y a une communication, c'est pas juste. Je pense que les Russes savent parfaitement quels sont les matériels, si j'ose dire, dont on dispose. Mais c'est aussi à destination des Français, parce que la dissuasion nucléaire, c'est quand même ce qui nous protège. Nous avons été élevés à l'idée qu'il ne peut rien arriver à la France parce qu'elle possède l'arme nucléaire, elle est dotée, et donc elle est inattaquable. Bon, aujourd'hui, on s'interroge parce que si on refait une guerre façon sur le terrain avec l'artillerie et façon Première Guerre mondiale, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est la protection ultime. Et je trouve que c'est très bien joué de la part, pour le coup, du ministère des Armées, de montrer aux Français qu'il y a des armes qui fonctionnent. Il y a l'aspect commercial, c'est intéressant sur le plan commercial, mais ça renforce la crédibilité, effectivement, des fabrications françaises, du Made in France, si je puis dire, sur les sous-marins. Donc ça, c'est en ce moment très important, c'est pas un hasard. Maintenant, ce nouveau sous-marin, quand sera-t-il mis en service 2035. Voilà. Donc nous espérons que la menace de guerre avec la Russie sera passée, que nous aurons échappé. Mais c'est pas pour tout de suite. Ça, on ne peut pas le dire, mais on ne connaît pas la situation à ce moment-là. Bien sûr. Donc il faut du temps quand même. C'est montrer effectivement quelque chose qui ne sera pas utilisable demain matin, bien entendu. Hélène Blanc. Il semblerait que la France ait gagné un rang
parmi les marchands d'armes. Il y a les États-Unis, ensuite la France, et les Russes sont derrière nous, alors qu'ils ont toujours été de grands vendeurs d'armes. Donc vous voyez, on a quand même de quoi se réjouir, même si ce n'est pas une grande bonne nouvelle, quand même. Voilà.